Bonjour à tous, rebonjour. Bienvenue à cette session, cette première vraie session technique des Tech Days. Je m'appelle Stéphanie Artrich et je m'occupe des relations techniques avec les développeurs chez Microsoft. C'est mieux comme ça. Et bonjour à tous, je suis Benjamin Guilmertia et je m'occupe de la relation technique avec les architectes. Un développeur et un architecte. Pour cette session de A à Z, choisir une architecture pour sa solution applicative. Alors cette session fait partie du parcours de A à Z, concevoir une solution applicative qui va se dérouler en 5 sessions tout au long de la journée. Elles peuvent évidemment être suivies indépendamment, mais voilà, je vous encourage à suivre toute la série. Donc la première, c'est celle-ci, on va parler d'architecture. Donc il n'y aura pas de code durant cette session, mais durant toutes les suivantes, il n'y aura que ça. On va partir sur une application fil rouge, un besoin métier fil rouge. On vous le présentera tout à l'heure. Ensuite, on va faire une phase d'analyse entre guillemets. Moi, je suis responsable technique du projet, et puis je viens voir Benjamin qui est architecte. J'aimerais avoir son retour, j'ai déjà quelques idées, et puis on va itérer un petit peu avec lui pour voir quelles solutions sont les plus pertinentes ou pas. On rentrera un petit peu plus dans les détails de conception et les choix d'implémentation, et on fera une synthèse avec un petit schéma. Donc juste une diapo rapide pour dire que ce que la session n'est pas, c'est de passer en revue absolument tout ce guide d'architecture qu'on retrouve sur MSDN. Évidemment, en une heure, on n'aurait pas le temps d'aborder tous ces points-là. Donc en fait, on a délibérément choisi quelques éléments qui nous semblent intéressants, soit parce qu'ils sont d'actualité ou parce que, enfin, principalement pour ça. Donc voilà, c'est juste pour faire cette parenthèse avant de démarrer, de façon à ce que vous ne soyez pas déçus de ne pas retrouver les détails du chapitre 25, par exemple. Le besoin métier. Notre application fil rouge, ce sera une application de cave à vin. C'est une application qui est multiplateforme. Elle doit fonctionner sur des smartphones, sur des tablettes, sur du desktop. Alors c'est du cave à vin, mais en fait, ça correspond à un besoin classique d'application de manipulation de données, tout simplement. On va avoir des cas d'utilisation sur chacune des plateformes et ça va se faire en fonction de l'usage qu'on a du device. Par exemple, notre téléphone, on l'a toujours sur nous. Du coup, c'est lui qui va nous servir à tenir notre propre cave à vin. On l'emmène au supermarché, on a, je sais pas, je vais acheter une bouteille de Bordeaux à 5 €, mais il y en a 4, j'hésite entre les 4. Je vais pouvoir scanner le code barre, voir la note qui a été attribuée à chacun de ces vins, et puis du coup, choisir en toute confiance. Donc c'est une application qui est collaborative, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va acheter un vin et le rajouter dans sa cave, ça va se rajouter au catalogue général des vins. Et justement, ce catalogue général des vins, c'est un autre usage de l'application qu'on aura sur le desktop. Parce que quand on est tranquillement chez soi avec un grand écran, on va pouvoir parcourir le catalogue complet des vins, et puis filtrer, trier, grouper, selon la couleur du vin, selon sa note, etc., etc. On a un certain nombre de contraintes qui s'ajoutent à ce cahier des charges, qui est assez simpliste, juste quelques lignes. C'est souvent comme ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. À la fin, ça se complique. Alors, première contrainte, mon client veut que ce soit l'application de cave à vin que tout le monde utilise. Donc, la plus belle application de cave à vin. Du coup, il faudra vraiment mettre la priorité à l'expérience utilisateur, parce que dans ce genre d'application qui potentiellement va pouvoir intéresser tout le monde, il faut que ce soit vraiment celle qu'on a envie d'utiliser. Il faut qu'elle soit déclinable facilement sur tout type de device. Ça correspond à un des besoins dont on a déjà parlé. L'application est publique, au sens où n'importe qui peut la télécharger. Elle est collaborative, on va avoir un back-end. Il faut qu'elle puisse supporter la montée en charge si effectivement cette application est très populaire et qu'elle marche très bien. À partir du moment où on a un problème de qualité de service, les utilisateurs vont rapidement se détourner de l'application pour en choisir une autre. Donc c'est vraiment un point clé. Je veux aussi pouvoir identifier un propriétaire de cave. Et pour ça, j'ai envie de pouvoir réutiliser une identité existante par ailleurs, par exemple mon compte Facebook. Donc voilà, un ensemble de contraintes qui se rajoutent à mon cahier des charges Benjamin. À partir de ça, on peut déjà discuter un petit peu, je pense. On va reprendre chacune des contraintes et puis voir ce qu'il est possible de faire. D'abord, la plus belle application de cave à vin. On a dit qu'on avait besoin d'une expérience utilisateur exceptionnelle. Et une expérience utilisateur exceptionnelle, c'est une application qui est bien intégrée à sa plateforme. Il faut qu'on s'y retrouve dans ses habitudes sur le device, dans la navigation, dans les boutons,
dans la manière dont on scrolle, la manière dont on va passer d'un écran à un autre, les animations. Du coup, pour avoir ça, eh ben, on réutilise le framework UI du langage natif. Ça, c'est une des solutions. C'est la plus simple, en fait. C'est-à-dire pouvoir réutiliser des templates, des contrôles, des animations existantes déjà sur la plateforme. Du coup, on partirait plutôt vers du développement natif par plateforme, ou en tout cas pour les principales plateformes pour lesquelles on souhaite développer l'application. Donc du Silverlight pour Windows Phone, de l'Objective-C pour l'iPhone, etc. Après, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une autre solution qui ne va pas trop dans le sens de celle-là, elle est même à l'opposé, c'est de faire une interface web, un HTML5 pour avoir une seule version de source, ou presque, je dirais, pour chacun des devices. Bon, ça ne va pas dans ce sens-là, mais ça pourrait être une alternative, Benjamin. Oui, alors effectivement, il y a la possibilité d'avoir soit une interface web, et dans ce cas-là, chaque smartphone va pouvoir accéder à l'application directement depuis le navigateur. Simplement, ça va poser un problème, entre autres pour la cave à vin, puisque effectivement, on a besoin de prendre des photos des bouteilles, et donc on a besoin d'interagir aussi avec le device, donc avec l'appareil photo. Et donc pour ça, il y a PhoneGap, par exemple, qui est une possibilité qui permet justement d'avoir une application qui embarque le navigateur. Donc on développe une application HTML, mais on a quand même via des API accès au matériel, donc à l'appareil photo du téléphone dans notre cas. Simplement, ici, dans les besoins que tu as exprimés, Stéphanie, il y a le fait de pouvoir avoir une ergonomie qui est bien intégrée avec le téléphone, avec la façon dont on navigue dans ce téléphone habituellement. Or là, même si avec PhoneGap on peut avoir accès au matériel, ça s'inclut quand même pas complètement dans l'ergonomie du téléphone. Donc le fait de développer, quand c'est possible et quand le budget le permet, des applications qui sont natives au niveau des différentes plateformes de smartphone est quand même mieux. Et puis bon, il n'empêche que même si je pars sur de l'HTML, je vais devoir tester l'application sur chacun des navigateurs, de chacun des devices pour vérifier si ça marche bien. Ça, comme sur le web, effectivement. Oui. Ouais, c'est inconvénient. OK. Alors, on a parlé des smartphones et, je dirais, des tablettes. Sur mon desktop, je disais que je voulais avoir un usage un petit peu différent de mon application et parcourir mon catalogue de vins. Alors, on a déjà une technologie qui nous permet de faire de la manipulation de collection, chez nous, chez Microsoft en l'occurrence, de faire du filtre, du tri, du groupement. Ça s'appelle Pivot Viewer. C'est disponible depuis Silverlight 4 en add-on et depuis Silverlight 5, c'est directement intégré. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'ancienne version de Pivot Viewer qui fonctionne avec Deep Zoom. Alors, avec une main, c'est pas super pratique. Ou sinon, tu peux faire la démo à ma place pendant que je parle, c'est bien aussi. Non, je vais te tenir le micro plutôt. Alors voilà, donc ça c'est un Pivot Viewer qui présente les films. Il y a une base de données de films qui a été publiée par Netflix. Tout le monde peut y accéder. Et on va pouvoir se balader dans ces films en fonction de certains critères de tri, en fonction de certains critères de filtre. Donc ici, je vais filtrer les comédies et puis ce sera groupé par note. Je vais pouvoir récupérer tous ceux qui ont la note entre 3,7 et 3,8. Si je sélectionne un film totalement au hasard, je vais avoir une expérience de maître détail à droite, dans la petite section qui s'ouvre. Je vais pouvoir avoir des actions sur ces éléments, avec les boutons qui se trouvent en haut à droite. Et tous ces éléments de groupement, filtre, tri, sélection, etc., tout ça, c'est inclus directement dans le contrôle. C'est un contrôle qui vous permet de faire tout ça. Il faut brancher vos données derrière. Dans la première version de Pivot Viewer, c'était un petit peu compliqué. Et principalement, ce qu'on présentait à l'écran, c'était des images qui étaient deep zoomées, découpées pour qu'elles soient toujours assez nettes, etc., en fonction du niveau de zoom que l'on a. Mais on n'a pas forcément envie de présenter des images à l'écran. Si nos données ne sont pas pertinentes par rapport à des images, est-ce qu'on a une solution ? Avec la nouvelle version de Pivot Viewer, disponible avec Silverlight 5, c'est possible. Et en plus, c'est beaucoup plus simple. 4 fois beaucoup.
Avec Silverlight 4, donc, on devait générer côté serveur un ensemble de fichiers, des CXML, des images deep zoomées qui reprenaient la structure des informations qu'on voulait présenter. Donc ça, c'était un petit peu fastidieux. Et puis, côté client, c'était un contrôle classique à mettre dans une application Silverlight qu'on branchait à ces fichiers. Avec Silverlight 5, on n'a plus rien à faire côté serveur. L'ancien fonctionnement marche toujours, mais on va pouvoir travailler uniquement côté client avec du binding tout à fait classique. On va pouvoir définir des item templates, c'est-à-dire des modèles d'affichage pour nos items, en fonction du niveau de zoom. Ça se fait donc avec des item templates, du binding, bref, tout côté client. Et il suffit de le brancher aux données que vous aurez récupérées à travers votre service web, par exemple. Ça pourrait ressembler à ça pour la cave à vin, à savoir, avec le zoom out maximal, on aurait une petite vignette qui montre un raisin rouge si c'est un vin rouge. Si on zoome un petit peu, on aura plus de détails, la photo avec le nom et les notes. Et si on zoome encore un petit peu plus, on va avoir une image bitmap qui montre l'endroit où se trouve le producteur de vin. Bref, vraiment des informations plus orientées métier qu'une simple image. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est vraiment, vraiment beaucoup plus facile parce qu'il n'y a plus rien à faire côté serveur. On a une session en fin de journée là-dessus, donc je vous encourage à venir. C'est très intéressant. Alors, on disait qu'on avait besoin d'une architecture qui nous permet d'avoir une application déclinable facilement sur tout type de device. Bon, déjà, on a vu qu'on avait une application différente par device ou presque. Là, on ne va pas pouvoir capitaliser grand-chose. Par contre, on va toujours accéder aux mêmes informations. C'est les mêmes données. C'est le même catalogue général de vin. Donc là, ce qui est important, c'est de publier ces données de la manière la plus simple possible pour les plateformes clientes, pour que, quelle que soit notre plateforme cliente, aussi simpliste soit-elle, arrive à accéder à mon service de publication de données. Du coup, on part plutôt sur des services de type HTTP REST. Et en l'occurrence, on a un service, un protocole basé sur une architecture REST orientée de données qui s'appelle OData, qui va nous permettre de faire de la manipulation des données, donc de la sélection, de l'édition, de la suppression. Et tout ça, ça se fait à travers une simple URI. Donc le client va envoyer une URI au service, et celui-ci va renvoyer un flux d'informations au format XML ou JSON. Donc toute plateforme qui sait faire du HTTP et parser du XML ou du JSON va savoir consommer ce service. Il y a un formalisme pour les requêtes qui existe. Alors j'ai un petit exemple ici. Si on reprend notre base de données Netflix et qu'on souhaite récupérer les films des années 80 qui ont une note supérieure à 4 et leur award, eh bien, je vais taper HTTP, le nom de mon service, / le nom de mon entité, là c'est titles, dièse, point d'interrogation, dièse filter, donc la releasière entre 89 et 80. LE c'est lower or equal et GE c'est greater or equal. Et voilà, avec la suite du prédicat ensuite par rapport à la note. Et si je clique sur cette requête, je récupère donc un simple flux ici, et puis avec mes données dedans, qu'il me suffit de parser, ou utiliser un SDK qui va me permettre de parser ça automatiquement. Alors, on voit bien les films des années 80. Là. Ouais, attends, je vais chercher un truc. Voilà, il est bien celui-là. Indiana Jones, je suis bien tombée. Hein. Je ne sais pas si vous voyez au fond. Hop. Voilà. Donc on voit ici l'ensemble des propriétés. Name, short name, synopsis, releasière, 84, c'est où Il a bien répondu. Bref, vous avez compris le principe. Donc juste une précision sur OData. Donc c'est un protocole que Microsoft a publié en tant que protocole ouvert, qu'on peut réutiliser sans risque de problème au niveau des licences, etc. Et en fait, on s'est vraiment attaché à faire en sorte que ce soit du reste le plus pur possible, entre guillemets, en tout cas tel que AtomPub le propose. Et au-dessus, on a juste fait quelques spécifications pour des choses qui n'étaient pas spécifiées du tout dans REST, parce que c'est au libre choix de l'application. Donc c'est vraiment ce qui a été fait dans OData, c'est juste ces quelques choix, comme par exemple ce que vient de montrer Stéphanie sur la syntaxe du $filter. Ça fait partie de la spécification OData, mais pour le reste, c'est du reste.
Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site odata.org. Vous allez avoir un ensemble de SDK disponibles pour différentes plateformes. Donc, pour attaquer un flow data à partir de JavaScript, à partir d'Objective-C, etc. Vous pouvez le faire à la main, évidemment, en parsant le flux et en envoyant une URI, en la créant à la main. Oui, on a vu que dans le navigateur ça fonctionne, voilà, ça effectivement, fonctionne, mais là il y a voilà. tout un tas de SDK pour simplifier le développement avec OData, puisque entre autres on a des métadonnées, et donc on peut générer du code côté client. Et donc il y a des SDK qui permettent de faire ça dans plein de langages. Et on en parlera dans le cadre de .NET tout à l'heure, dans la prochaine partie. Bon, alors on a parlé de l'accès aux données, maintenant on parle du stockage des données, où est-ce que je vais les mettre? Alors Benjamin, moi je me suis dit, mes images, c'est-à-dire les photos de mes étiquettes de vin, je vais les mettre dans des fichiers, tout simplement. Et puis ma fiche de vin, et puis quel vin appartient à qui, je vais mettre ça dans une base de données relationnelle. Enfin, à la base, c'est ce à quoi je pensais, mais j'ai entendu parler d'autres genres de bases de données aujourd'hui, je voulais savoir si du coup je me trompais pas. D'accord. Donc effectivement, on parle beaucoup des bases de données NoSQL. Donc on appelle ça également Not Only SQL, puisque en gros ce sont des bases de données non relationnelles. Donc comment est-ce qu'elles se comparent entre elles? Eh bien, d'abord en termes de volumétrie, les bases de données relationnelles elles vont du méga au téra, au pluriel d'ailleurs. Les bases NoSQL vont plutôt du méga au péta, donc ça commence à faire déjà beaucoup plus gros. Là où les bases de données relationnelles ont un but un peu universel, c'est-à-dire que le moteur va être capable de faire, de stocker à peu près tout type de données, puisque justement c'est ce qu'apporte le modèle relationnel. Dans le NoSQL, on va avoir plusieurs types de stockage qui dépendent du besoin, et on va avoir un stockage plus spécifique, et il peut même y avoir des moteurs qui sont faits pour un usage très spécifique, voire une application. On peut comparer ça également en termes de maturité des technologies, le fait que les bases de données relationnelles existent depuis un certain temps, puisqu'on a pas mal de moteurs qui ont plusieurs dizaines d'années. Et puis, à l'inverse, les moteurs NoSQL, on peut avoir des moteurs NoSQL qui ont 1 an ou 2 ans, enfin, qui sont pas très vieux. En termes je disais que les bases de données relationnelles sont dans un mode plutôt universel, donc avec des tables et puis un schéma en général assez fixe. Les bases NoSQL, en général, on distingue soit les bases clés-valeurs, soit les bases colonnes, donc c'est des clés-valeurs, mais on peut avoir plein de clés de valeurs. Et puis les documents, donc les documents, ça peut être des documents XML, ça peut être des documents JSON, JavaScript Object Notation, et puis ça peut être aussi des bases de données de type graph, donc là on revient presque avant le relationnel, où il y a ces mécanismes-là. Et qu'est-ce qui pousse à aller vers du NoSQL en général? Eh bien, c'est la dernière capacité qui est que en NoSQL, on va avoir une capacité à monter en charge qui est linéaire, contrairement à la base de données relationnelle où au bout d'un certain temps, on va avoir une asymptote. Bon. Donc après on a entre les deux les fédérations SQL Azure que vous avez peut-être vu tout à l'heure dans la plénière, qui est un mi-chemin entre les deux, un peu le meilleur des deux mondes d'une certaine façon, puisqu'on va avoir une montée en charge linéaire et en même temps des bases de données physiques dans lesquelles on va pouvoir faire des jointures. Et puis, il y a également le fait qu'on peut avoir une complémentarité entre ces deux moteurs. Par exemple, dans ce schéma, on aurait les données relationnelles dans lesquelles on fait les jointures. Et puis ça nous permet d'avoir la clé d'un document qui, lui, se trouve dans une base NoSQL et où on va pouvoir aller chercher le reste de la donnée. Et donc, on va pouvoir stocker la grosse volumétrie dans la partie NoSQL et faire les jointures dans la base de données relationnelle. Et c'est là où on retombe sur cette définition qu'on donne souvent sur NoSQL, qui est le Not Only SQL, c'est-à-dire un complément à SQL. Donc, ce que je propose, c'est que dans notre application, on part plutôt sur du relationnel, ne serait-ce que pour la maturité de la technologie, et puis également parce que, vu le besoin, a priori, on peut au moins démarrer en relationnel. Et si on a besoin de plus de montée en charge, de plus de stockage, etc., on pourra toujours avoir ce schéma complémentaire et rajouter toute une documentation sur chaque bouteille, par exemple, dans une base NoSQL avec un ID qui, lui, vient de la base relationnelle. Donc, oui.
On a dit que c'était une application que tout le monde pouvait télécharger et on voulait pouvoir supporter la montée en charge. On voulait pouvoir être sûr que notre back-end tient la route, peu importe le nombre de connexions. Alors, j'imagine que tu vas me recommander une plateforme cloud. Ah oui, c'est mieux. D'accord. Voilà. Allez, on passe. Non, mais effectivement, dans les aspects nouveaux qu'il y a au niveau du cloud, le cloud peut répondre aussi aux besoins classiques, mais en tout cas, ces besoins-là sont des besoins qui sont très spécifiques au cloud. On a des mécanismes comme la puissance ponctuelle, la croissance rapide, etc. Et dans notre application, je pense que, en particulier, la croissance rapide peut être un besoin intéressant, puisque effectivement, on ne sait pas si cette application va avoir du succès, mais on l'espère. Donc au début, on mettra peu de ressources parce qu'il y aura peu d'utilisateurs, mais dès que nos deux familles vont s'y être mises déjà, je pense qu'on pourra rajouter des serveurs et donc on aura etc. Et donc on va pouvoir avoir le cloud qui accompagne cette croissance. Et puis également, il y a des pics prévisibles comme la foire au vin qui font que peut-être que l'application sera un peu plus utilisée. Donc c'est pour ça que je te propose plutôt une plateforme cloud a priori. Ouais, je vais te décevoir du coup, ça va pas être si simple de me convaincre. Hein. Ah. Non. Parce que mon client, lui, t'as beau lui raconter tout ça, il n'a pas du tout envie de partir sur du cloud. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas du tout envie de partir sur du cloud, il s'en fiche un peu, mais il veut pas être lié au cloud. Ah oui. Ouais. Donc, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Oui, c'est une problématique assez classique en fait, qui est le fait de prévoir une architecture réversible, c'est-à-dire que. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une histoire c'est une histoire d'aller sur le cloud tout en étant capable de revenir en arrière. Donc par exemple, on va pouvoir partir sur Windows Azure par exemple. Et puis en même temps, si on est fâché avec Windows Azure ou si ça convient plus ou je sais pas, on s'est donné la possibilité de pouvoir aller chez un autre hébergeur ou chez un autre fournisseur de cloud ou rapatrier l'application chez soi à demeure. Et donc c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Donc on va voir un peu plus loin dans la session. Ça va être vachement plus coûteux de développer un truc comme ça. Ça va être une usine à gaz, non? Non, ça va être ni coûteux ni une usine à gaz. Ce sera un tout petit peu plus de développement, mais en le prévoyant dès le début, on va voir que c'est assez simple en fait, et que du coup ça sécurise notre hébergement vers le cloud. Voilà, le client pourra plus dire non du coup. Voilà. Donc on va vouloir également utiliser des identités existantes, je crois. Ouais, justement, je me demandais un petit peu quelles étaient les alternatives pour faire ce genre de choses. Est-ce qu'il faut que je passe par l'API spécifique à chacun des providers que je souhaite utiliser? Ou est-ce que là encore, tu as un truc magique d'architecte qui va nous permettre de faire des trucs super, rapidement et facilement. En fait, si on prend les API de chaque fournisseur, du coup, on va pouvoir avoir l'application qui fait confiance aux fournisseurs X, Y et Z. Et puis, on va gérer des règles au niveau de l'application en disant si l'identité, elle a été fournie par un Google, par exemple, ou par un Facebook. Dans ce cas-là, je vais donner tel droit à l'utilisateur, etc. Et puis, on va avoir des protocoles de communication pour cette identité fédérée qui vont être différents suivant tel ou tel fournisseur. Donc là encore, on va devoir gérer ça au cas par cas. Dans l'application, directement dans le code de l'application. Dans le code de l'application, exactement. Mais j'ai un truc magique qui est effectivement Windows Azure Access Control Services, qui est un hub et qui permet de faire un intermédiaire entre les fournisseurs d'identité et l'application. C'est-à-dire que l'application va faire confiance à Windows Azure ACS et ACS va faire confiance aux fournisseurs d'identité et va pouvoir centraliser les règles de transformation, par exemple, des identités, enfin des jetons, et les retransmettre à l'application. Donc, par exemple, si on veut que tous les utilisateurs Facebook soient administrateurs, mais que le lendemain on veut plus ça, on va pouvoir le faire dans le hub, sans avoir à toucher l'application, l'application, elle saura juste qu'elle reçoit une revendication qui est une revendication comme quoi l'utilisateur identifié est administrateur ou pas. Et elle aura des droits en fonction de ça. Voilà. Et donc, on va pouvoir rajouter des fournisseurs d'identité, changer les règles, etc., sans changer l'application. Par simple configuration. Exactement. C'est cool. Ce que je te propose, c'est qu'on remplisse ce modèle au stade où nous en sommes, enfin qu'on commence à le remplir. Donc là, c'est un modèle un peu simplifié par rapport au guide d'architecture que j'évoquais au début. Donc un modèle un peu récursif.
Avec effectivement en bas les entrepôts de données, donc qui peuvent être de différents ordres. Ça peut être des fichiers, ça peut être des bases, etc. Mais on peut aussi récupérer ces données depuis d'autres services. Donc c'est là où c'est récursif, puisqu'en fait ces services-là peuvent eux-mêmes être implémentés de cette façon-là. Les services, ils ont évidemment principalement une couche métier, et puis ils exposent cette couche métier via des interfaces de services, et eux-mêmes accèdent aux données, soit via des agents pour accéder aux services, soit via une couche d'accès aux données. Et enfin, on a l'interface utilisateur, l'IHM, interface homme-machine, qui va permettre d'accéder à ces services et surtout de présenter les choses à l'utilisateur. Ouais, c'est un schéma assez générique. Hein. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? Donc, on a plusieurs, en partant du bas, toujours pour être dans le même sens. On va avoir nos données dans une base de données relationnelle, a priori, c'est ce qu'on s'est dit. Oui. Ensuite, question simple, réponse simple. Voilà. Bon. Ensuite, on va avoir notre service, donc la partie serveur qui va être hébergée soit sur un serveur web ou un serveur applicatif qui va être soit sur Windows Azure, soit en cas de réversibilité sur Windows Server. Et puis, l'interface de service qui va être exposée étant OData. On va avoir également les différents devices, donc les différents smartphones, et puis également l'application sur le bureau, le desktop, qui, elle, va permettre, via Pivot Viewer, d'accéder à la liste, au catalogue complet. Comme le catalogue complet, lui, n'a pas besoin d'authentification, on va avoir Access Control Service qui va être utilisé uniquement au niveau des téléphones. Ouais, pour savoir quelle bouteille j'ai acheté. Exactement, puisque on va pas, histoire de pas aller fouiller dans la cave du voisin, on va garder ça. Autre point important, on a le OData Client, OData Client même en français, qui est le même dans tous les cas. Et puis jusque là, c'est la techno qu'on a choisie, mais on n'a pas encore l'implémentation derrière. Non, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc sur les téléphones, on va avoir effectivement ce qui est natif au niveau de chaque plateforme, donc du Silverlight sur Windows Phone 7, d'Objective-C sur l'iPhone, du Java sur Android, etc. Donc voilà un peu là où on en est pour l'instant, je pense. Hein. On a dégrossi une partie. Bon, il reste encore quelques points d'interrogation ou des choses à préciser. Donc nous allons avancer dans la partie plutôt conception. Ah bon, on a les mêmes. Bah ouais, on a les mêmes. Ok, donc on va reprendre chacun de ces points et on va voir un petit peu comment on va mettre en œuvre tout ça pour qu'à la fin, ça devienne une vraie application avec un vrai back-end. On a parlé de l'accès aux données et de OData. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour nos clients .NET, on va pouvoir utiliser une implémentation de OData pour .NET qui s'appelle WCF Data Services. Donc en gros, c'est des helpers côté client et côté serveur. Côté client, pour consommer un flux OData, il va suffire de faire un add service référence, comme ce qu'on fait classiquement pour utiliser un service web dans Visual Studio. Et ensuite, pour récupérer je sais pas, mes bouteilles, les bouteilles de l'utilisateur, moi par exemple. C'est un bon exemple d'utilisateur. Ouais, c'est un bon exemple. Plutôt que d'écrire une requête compliquée et d'apprendre le langage, entre guillemets, OData avec le formalisme DS filter, etc., eh ben, on va pouvoir utiliser Link. Link, on a l'habitude de l'utiliser maintenant. On a plein de providers différents pour Link. Eh ben, on en a un pour adresser OData. Et c'est Link qui va nous faire la transformation de notre requête vers une URI OData. Cette URI va être envoyée côté serveur. On fait du filtrage à la source. Je vous le rappelle, on ne va pas ramener toutes les données et on fait un filtre après. Et voilà. Je peux juste dire que Link présente une syntaxe un peu à la SQL dans du C#, quoi. La même syntaxe, quel que soit le provider. Côté serveur, on va avoir des facilités aussi, puisqu'on a un template dans Visual Studio qui nous permet de rajouter un nouveau service, WCF Data Service. Et on va pouvoir faire des choses supplémentaires au niveau de ce data service. Par exemple, on va pouvoir greffer de la logique métier et intercepter les requêtes d'ajout, modification, suppression. Et justement, si je demande par exemple à récupérer mes propres bouteilles de vin, celles que j'ai dans ma cave, eh bien, je vais pouvoir intercepter l'identité de l'utilisateur qui fait la demande et faire une requête de sélection par rapport aux bouteilles qui appartiennent à cette personne-là. On va également pouvoir utiliser différents providers dans un service WCF Data Service.
un petit schéma récapitulatif avec ici la logique métier et l'authentification, je viens de vous en parler. Et on va pouvoir donc utiliser différents types de providers. Le plus classiquement utilisé, c'est Entity Framework, hein, l'outil de mapping objet relationnel de Microsoft. Nous, ça nous va bien. Du moment qu'on part justement vers du SQL Server ou SQL Azure, ça marche super bien et ça va presque tout seul. On le verra durant les sessions suivantes. On peut également utiliser d'autres types de providers, comme une collection qui implémente eQueryable. Du moment que vous avez ça, vous allez pouvoir utiliser WCF Data Service. Vous allez pouvoir implémenter vos propres providers qui vont aller chercher des informations, par exemple, à travers des services web ou à travers, je ne sais pas, des fichiers qui ont une structure personnalisée, une base de données un petit peu particulière, etc. Donc, ce n'est pas fermé. Si on regarde un petit peu à quoi ça correspond dans notre architecture, on va se retrouver donc avec nos clients et les parties, les applications clientes qui sont sur le framework .NET au sens large. Ce sera donc Silverlight pour Windows Phone, Silverlight Desktop, avec WCF Data Services du coup en tant que client ou data. Et puis pour les autres plateformes, iPhone, etc., on pourra utiliser le SDK disponible sur odata.org, spécifique à chacune des plateformes. On vous en a parlé tout à l'heure. Ou alors vous parsez le flux à la main si vous voulez, comme vous voulez. Côté serveur, on va avoir donc ce WCF Data Service avec au-dessus Entity Framework pour le mapping objet relationnel. Et puis on va pouvoir taper dans nos données, dans SQL Server ou dans SQL Azure. Et le choix de la base de données va se faire au niveau d'Entity Framework. C'est juste une chaîne de connexion en fait qui va faire le choix de la base de données. Donc c'est très facile à tuner, je dirais. Ça, c'est de la réversibilité. Ouais, pour l'instant, ça va, ça semble aller dans le bon sens. Je ne sais pas si ce sera aussi simple pour la suite. Jusque-là, ça va. Donc, alors, pardon, on est sur la partie Azure, donc le cloud pour les développeurs. Juste avant de passer à la suite, comment se présente une application typique dans Windows Azure, histoire d'avoir un tout petit peu de vocabulaire. Donc, on part du navigateur pour accéder à une application web, typiquement. Donc, ce navigateur va aller à travers Internet récupérer les pages HTML, par exemple, ou les données aux data. Et ça, il va le faire via du cache qui peut être au niveau d'Internet. Donc là, c'est le Content Delivery Network ou aller directement via le load balancer à une ferme web qu'on appelle un web role dans Azure. Ce web role va lui-même pouvoir accéder à des fichiers qui sont stockés dans des blobs. On a également un moteur NoSQL avec les tables Windows Azure. Donc ça, ce sont des tables non relationnelles. Et puis évidemment le moteur relationnel qui est SQL Azure, la base de données relationnelle. On peut également avoir un cache distribué avec Windows Azure Distributed Cache en fait qui est ici. Donc, on voit également un autre point important que le load balancer, LB, LB comme répartiteur de charge, et on voit que soit il peut fournir directement les données qui viennent de la ferme web, soit également on peut accéder aux fichiers directement, donc les blobs, via Internet directement, pour peu que ceci soit public ou par d'autres mécanismes qu'on verra après. Donc voilà un peu un exemple typique pour une Azure. Donc dans notre cas, juste, ouais, ce qui nous intéresse nous en l'occurrence là, c'est les web roles. Donc c'est mon service, c'est ça? Oui. Ah oui, tu vas nous l'expliquer dans le slide suivant, je crois. Oui. Donc effectivement, on va avoir donc nos clients, donc soit le téléphone, soit le PC de bureau. Donc dans un carré jaune, je sais pas pourquoi, mais bon. Et puis on va avoir au niveau Windows Azure le stockage, l'hébergement de notre service aux data et de notre service d'image qui seront dans le web role, qui vont accéder aux données, on verra après comment. Et puis ces données sont dans SQL Azure, mais également pour les images des bouteilles de vin dans des blobs. Là on a mis un petit disque dur. Et puis pour l'authentification, le client va aller chercher un jeton dans un fournisseur d'identité, éventuellement après redirection dans ACS. Donc un des fournisseurs d'identité va fournir un jeton. Ensuite, ce jeton va être envoyé à
Windows Azure Access Control Services, qui va pouvoir générer un jeton à destination de l'application, et l'application, elle va reconnaître ce jeton et être capable, et comme elle sait qu'elle fait confiance aux jetons qui ont été émis par ACS, elle va effectivement faire confiance à ce jeton. Et donc, autre point important, c'est que pour implémenter cette partie-là, on a des accélérateurs pour Windows Phone, mais aussi pour iOS et pour Android, qui existent sur Codeplex pour Windows Phone, et puis sur GitHub pour iOS et pour Android. Donc ces accélérateurs, qu'est-ce qu'ils font en gros? Ils sont capables d'héberger effectivement des données à cet endroit-là, mais ils sont également capables de proposer du push notification, donc mettre par exemple des notifications sur le téléphone qui viennent depuis le nuage. Waouh, j'ai rien compris. Ah, zut. Bon, alors là, tu as parlé de choses dont on n'avait pas parlé avant. Là, tu es en train de me gruger. C'est pour la réversibilité que tu as parlé de ces choses-là, les services d'image, tout ça. On va en parler, oui, alors effectivement. J'ai pas oublié qu'on devait avoir la réversibilité. Ouais. Donc en termes de... Donc les besoins, c'est effectivement... En termes de réversibilité, si on regarde par rapport aux éléments qu'on a dans notre architecture, donc on va avoir des besoins... Le déploiement des données et des services à demeure Google Cloud, donc ces deux éléments-là. Donc, ces fichiers, les fichiers d'image qui représentent les étiquettes de bouteilles de vin, il va falloir pouvoir les mettre soit à demeure, soit dans des blobs, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et puis, quand on dit à demeure, c'est simplement dans le système de fichiers tout à fait classique. Ouais. Il faut aussi que ce soit transparent pour les applications clientes, parce qu'elles, on ne va pas les faire une upgrade à chaque fois qu'on change le type de déploiement. Donc effectivement, tout ça c'est simple, mais il faut le prévoir dès le départ pour abstraire effectivement le choix de la base, mais également le lieu de stockage des images. Donc pour les deux sources de données, en fait les deux entrepôts de données, il faut effectivement être capable de passer de l'un à l'autre. Donc c'est les deux points clés pour la réversibilité dans notre cas. Dans notre cas, oui. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va avoir le fichier de config donc qui va nous donner la chaîne de connexion entre autres pour la base SQL Azure ou SQL Server, et puis le service de stockage sur lequel on va revenir. Donc, pour le stockage des photos, on peut les avoir soit sur disque, soit à demeure. Et ce service, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, dans un premier temps, il va pouvoir le client va demander, par exemple, quand on veut faire un upload, donc un chargement d'une photo vers le système de stockage, on va pouvoir, dans un premier temps, demander l'URI à laquelle on va pouvoir faire le put pour rajouter cette photo, et ensuite faire le put et envoyer le stream de la photo vers cette URI. Parce que donc on peut interagir avec les blobs de la même manière qu'avec un système de fichiers classique. Voilà. Du moment que j'ai une URI, c'est bon quoi. Exactement. Avec les bons droits. Et puis il y a c'est commun aux deux quoi. Et on va utiliser une fonction particulière qui s'appelle les shared access signatures de Windows Azure. Et donc on verra un peu on va voir comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Donc en fait on va avoir un service intermédiaire, c'est ça, plutôt que d'écrire directement quelque part mon image. Je vais demander une URI à mon service qui est intermédiaire. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on il va m'envoyer l'URI, je fais un post dessus. Exactement. Et on a cet intermédiaire parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir écrire directement dans les blobs parce qu'ils sont protégés tout bêtement pour que n'importe qui ne puisse pas écrire et qu'on puisse écrire que quand on a été authentifié, qu'on sait que l'image correspond à telle cave de telle personne, etc. Donc comment est-ce que ça se passe dans le cas de Windows Azure? Donc on va avoir notre client qui demande cette URI au service d'image qui lui est hébergé dans le WebRoll en disant où est-ce que je upload mon image. Le service d'image, lui, va aller demander au service de blob, via une API REST aussi, mais qui est masquée par le SDK quand on est en C# par exemple. Il va demander une shared access signature, c'est-à-dire une URI qui contient l'URI de l'image, enfin l'URL de l'image, mais également derrière des clés qui vont permettre de faire cet upload sur le blob directement. Et donc ensuite le client, donc on verra un peu plus dans le détail, et ensuite le client va pouvoir pousser son stream directement sur le service de blob, ce qui évite en fait au service d'image en l'occurrence de jouer un rôle de proxy qui ne serait pas utile en l'occurrence. On ne transfère pas deux fois le stream quoi. Exactement. Donc on a ici en dessous juste un exemple de shared access signature. Donc en fait toute la première partie
eh bien, c'est le fait que je veuille uploader châteausample.jpg, un vin bien connu, hein. Château Sample, il est très bon, surtout dans ces dernières années. Et donc ensuite, on a toutes les clés qui disent quand est-ce qu'on a le droit de le faire, de quelle date à quelle date, et puis également une signature qui sera reconnue par le service de Blob pour pouvoir faire cet upload. Donc on va regarder juste comment est-ce que ça se présente. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Donc si je vais dans un service, dans un outil donc qui est téléchargeable sur Codeplex qui s'appelle l'Azure Storage Explorer. Ici j'ai un compte de stockage qui s'appelle Bingin West Europe 01, bon peu importe, qui est un compte de stockage Azure. Et dedans j'ai effectivement mes conteneurs qui sont là. Et certains sont publics, d'autres sont privés. Et en particulier Container 01 est privé. Et donc, si je veux uploader Château Sample dans Container 01, si je fais juste un put dans Bingin West Europe 01 Blobcore Windows.net /container 01 /châteausample.jpg, je ne vais pas avoir le droit. Et donc, pour avoir le droit, il faut que je demande une shared access signature. Donc ça, c'est le service qui va le faire pour moi. Donc, il va demander. Et donc je vais le dire... service va faire l'équivalent de ce que tu fais là à la main. Exactement. Donc là, je vais dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui veut uploader châteausample.jpg, donc il veut avoir le droit de faire un write sur cette image. Et donc, eh bien, je vais avoir cette URL-là qui est disponible. Donc, si je trouve un notepad, je vais pouvoir la copier là. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Et donc voilà, pardon. Donc ici, on a effectivement la première partie qui est le JPEG, et puis ensuite, on va avoir la start date, et puis entre autres la signature elle-même. Donc voilà. Donc si vous voulez uploader cette image sur mon blog, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas très longtemps puisque il y a une expiration. Donc là, ça expire à 11h41. Donc voilà. Donc c'est presque. Enfin, c'est en GMT, hein, donc vous avez encore une heure. Donc il y a des API pour faire ce genre de choses. Exactement, il y a des API qui permettent d'obtenir ça. Et donc ça, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est la partie 2 qui est là et donc qui va être envoyée au client. C'est cool. Et puis dans le cas de Windows Server, c'est encore plus simple puisque en fait là le client va demander une URI pour pouvoir uploader Château Sample. On va lui renvoyer une URI qui est en fait le service d'image lui-même et donc le client va faire l'upload du stream ici et là du coup le service d'image va servir de proxy et va transférer ce stream directement en créant un fichier dans le système de fichiers NTFS. Donc c'est simple la réversibilité. Il n'y a pas tellement, ouais c'est vrai, ça va. Donc voilà, je propose de passer à l'authentification. Oui, pourquoi on a besoin d'authentification dans cette application de Kavava? Encore une fois, hein, c'est pour rattacher un utilisateur à des bouteilles. Hop. Donc. Ouais, attends, je vais le prendre si tu veux. Si tu veux. On a décidé d'utiliser Access Control Services parce que ça nous simplifiait la vie. On n'a plus besoin de modifier notre code si on veut rajouter un provider supplémentaire. Si j'avais pas prévu de me connecter avec Facebook, je peux le faire tout simplement en configurant simplement mon Access Control Service. Comment je vais faire pour mettre en œuvre tout ça dans mon application de Kavava avec mon application Windows Phone, avec mon service OData et avec ACS. Alors la première chose que je vais faire, c'est mettre en place justement cet élément ACS dans mon portail Azure. Benjamin va nous le montrer tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai configuré les providers qui avaient le droit d'être provider de mon application tout simplement, eh bien je vais devoir accrocher mon application Windows Phone à Access Control Services. Pour ça, j'ai un toolkit qui existe, Windows Azure Toolkit for Windows Phone, et il y a même un package Nugget qui permet d'installer cette fonctionnalité directement sur votre téléphone dans votre projet. Une fois que vous avez lancé ce package Nugget, vous allez avoir les éléments qui sont mis en place dans votre application. Et en l'occurrence, la première page sur laquelle vous allez tomber, c'est une page de login où vous allez pouvoir choisir à partir de quel provider vous voulez vous authentifier. Par exemple, si je clique sur Windows Live ID, je vais tomber sur la page de login de Live. D'accord ? Donc, ce n'est pas directement dans mon application que je me logue, c'est vraiment sur la page du provider d'identité que j'ai choisi. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer un token qui correspond à l'identifiant de mon utilisateur au niveau de mon application Windows Phone.
Et je vous rappelle que cet identifiant, ce token, cette identité, je vais devoir la passer à mon service OData. Comment je vais faire ça? Parce que là, je suis au niveau de mon téléphone, hein, et moi, je veux filtrer à la source. Hein, je ne veux pas tout récupérer, faire mon filtrage après. Eh bien, on va rajouter ce token dans le header de la requête HTTP OData. Eh bien ouais, ça marche. Quand on se place au niveau du service OData et qu'on va recevoir la requête, on va pouvoir intercepter cette requête, vérifier s'il y a un header avec une identité. Et cette identité, on va pouvoir travailler avec au niveau métier et filtrer pour récupérer les bouteilles qui appartiennent à l'utilisateur. Et les renvoyer évidemment à mon application Windows Phone. Alors, on va détailler tout ça encore une fois dans les sessions qui auront lieu au fil de la journée. Donc, si ça vous intéresse, il faut venir voir la session Windows Phone et la session OData. Voilà, donc c'est magique et on voit que cette identité, elle a un vrai sens métier dans toute ma solution applicative. Elle passe un petit peu partout. Tu peux nous montrer un petit peu, Benjamin, comment ça se met en œuvre au niveau d'Access Control Services? Oui, donc là, je suis dans la première étape, quoi. Voilà, donc là, je suis dans le portail Windows Azure et puis je vais aller dans la partie bus des services, contrôle d'accès. Et dans la partie contrôle d'accès, eh bien, je vais avoir créé un espace de nom, un namespace, qui contient effectivement cette partie-là, pardon. Oui, en français, ça fait contrôle d'accès. Oui, ça fait contrôle d'accès en français, exactement. Donc j'ai cet espace de nom, donc là qu'un nom, peu importe, et je vais pouvoir aller à cet endroit-là dans service de contrôle d'accès, et j'arrive dans ce portail. Donc ce portail me permet de gérer ce namespace et je vais pouvoir, donc c'est là où je vais avoir, ça représente le hub en fait auquel l'application va faire confiance. Donc je peux rajouter c'est là où je vais pouvoir configurer les choses. Donc entre autres rajouter un fournisseur d'identité. Eh bien si je veux rajouter le fournisseur d'identité Google par exemple, il suffit de proposer de le faire ici. J'enregistre et du coup l'application va aussi reconnaître des identités Google. On a également un ensemble de règles. Donc par exemple là j'ai une application qui s'appelle Monap. Et dans cette application, je vais avoir un ensemble de règles. Donc, par exemple, le fait que pour Yahoo, l'email adresse, donc l'adresse email, elle a un type qui est représenté sous la forme d'une URI. Et donc, pour ces revendications-là, on les transfère directement vers la destination. Donc l'application va bien recevoir l'email adresse en tant que copie de ce qui a été reçu par par le fournisseur Yahoo. En fait, chaque provider d'identité va avoir un ensemble de propriétés qu'il met à disposition en termes d'authentification, mais nous, on veut mapper ça dans une authentification générique, voilà. Juste principalement récupérer un identifiant unique par utilisateur. Donc c'est à partir de ça que exactement. Et c'est on va aussi pouvoir là le faire où, à partir des règles. Voilà, et c'est aussi là où on pourrait ajouter une règle en disant dès que le fournisseur d'identité c'est Facebook, dans ce cas-là on est administrateur de l'application. Bon, on ferait peut-être pas cette règle. D'accord, on peut mettre en place des rôles. Voilà, c'est ça. En fonction de la personne qui vient de se connecter, ça se fait aussi à ce niveau-là. Et après, dans l'application, on va tester le rôle et en fonction du rôle, on pourra faire telle ou telle chose. Et voilà. D'accord. Et sans vouloir passer dans l'ensemble des fonctionnalités, il y a également la notion de service d'identité de service, où on va pouvoir effectivement dire, eh bien, j'ajoute un compte de service. Donc, je peux m'authentifier non seulement en tant qu'un utilisateur final, mais je peux aussi m'authentifier en tant que un service de batch, par exemple, qui irait mettre de l'ordre dans les caves la nuit. Et dans ce cas-là, ce service, ce compte de service, il va pouvoir s'authentifier, par exemple, avec une clé symétrique ou un mot de passe ou un certificat de type X509, donc les certificats qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà un peu tous ces mécanismes, et ça, on peut le faire effectivement après coup. L'application, pour elle, ce sera transparent. Super, merci Benjamin. Alors, on a parlé un petit peu de tous les aspects de cette solution applicative. Donc, application au sens large, parce qu'on n'a pas juste les applications clientes, on a aussi tout le back-end. Et si on se replace dans le contexte de notre schéma de tout à l'heure, voilà à quoi ça ressemble maintenant, à la fin de la session. Donc les choses ont effectivement pas mal avancé, heureusement. Donc on a, si on repart du bas, on voit bien. C'est bizarre, les architectes ils partent du bas, moi je pars du haut. Oui. Je suis développeur. Non, on part tous les deux du bas, sauf qu'il y a le client en bas.
D'accord. Ou la base de données en haut. Donc on a ici au niveau de l'entrepôt de données, donc 2 types d'entrepôt de données, soit fichiers, soit base de données relationnelles, en attendant de rajouter éventuellement le NoSQL en fonction des besoins. Au niveau des fichiers, dans le nuage, on va avoir les blobs, Windows Azure, et à demeure, on va avoir le système de fichiers NTFS classiquement. Au niveau de la base de données, dans Azure, on va avoir la base de données SQL Azure, et à demeure, on va avoir SQL Server. Le service lui-même va avoir sa couche métier avec en dessous l'accès aux entrepôts de données, donc soit des API NTFS, enfin des systèmes I/O par exemple si on est en C#, et puis des API d'accès aux clients au blob, pardon. Et puis pour la base de données, on est avec Entity Framework, donc l'ORM qui est inclus dans le .NET Framework, et on va exposer nos données dans WCF Data Services qui implémente le protocole OData. Et on a un service, lui, à côté, qui est spécifique, qui est le Photo Upload Service, qui va permettre de renvoyer ses URI, de gérer la shared access signature ou de gérer la transformation d'un stream uploadé en stockage de fichiers NTFS. On a vu la partie Access Control Services pour pouvoir authentifier les utilisateurs avec des mécanismes de fédération d'identité. Avec tous ces mécanismes dont vous avez pu entendre parler via des noms de code tels que OAuth ou WS Fédération ou SAML ou des choses comme ça, tous ces mots-clés sont dans le domaine de la fédération d'identité et implémentés par Access Control Services. Et puis au niveau client, on a WCF Data Services sur Windows Phone 7, le client OData qu'on retrouve sur odata.org pour Objective-C. On aura la même chose également pour Android avec le Java. Et puis WCF Data Services à nouveau sur le bureau pour pouvoir accéder à ces mêmes données avant de les présenter dans Pivot Viewer, donc un contrôle qui est hébergé dans Silverlight 5. Voilà pour résumer un peu ce que nous avons vu dans la session. Beau résumé. Voilà le genre d'architecture vers laquelle on va se tourner et qu'on va implémenter durant les sessions tout au long de la journée. Donc ça, ce sont pour rappel, les voilà, tu viens de le rappeler en fait, mais ça permet aussi de montrer un petit peu de quoi on va parler dans les sessions suivantes. Donc l'accès et la publication des données, c'est dans la prochaine session. Donc on parlera d'Entity Framework, la nouvelle version avec 4.2 et même 4.3, avec du code first, et puis de la prise en charge de la migration depuis justement la nouvelle version d'Entity Framework, et WCF Data Services pour la publication du service au protocole OData. Une session Azure où on va montrer les différents éléments de la plateforme Azure par rapport à notre application avec cette mise en place de réversibilité, ou en tout cas dans les principes. La première application client, tadam, ça y est, l'application Windows Phone, où on utilisera justement Access Control Services avec le package Nugget dont je vous ai parlé. Et puis, on va parler aussi beaucoup plus, évidemment, de la partie cliente Windows Phone, avec du blend, du partage, de la pub. On va vous montrer comment mettre en place tout ça. Et puis, la dernière session sera consacrée à la nouvelle version de Pivot Viewer. On vous montrera comment faire côté client pour avoir des représentations différentes des éléments en fonction du niveau de zoom. Voilà, tout simplement. Donc, plein de codes à venir. J'espère que cette session vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis, voilà, venez nous suivre aux prochaines sessions. Et bon appétit. Ah, ouais. Je suis allée trop vite. C'est pas fini. Merci. Enfin, bon, juste quelques éléments pour vous rappeler que vous pouvez tester Windows Azure également gratuitement pendant 3 mois. Donc vous pouvez aller à cette URL-là. Si vous êtes abonné à MSDN, vous avez ces ressources Azure, comme ça vous a été dit ce matin, qui sont disponibles. Donc vous pouvez y accéder. Il y a ce lien qui vous explique comment faire. Et puis comme on est dans une session développement, il y a également, après les Tech Days, il va y avoir tout un tas de Dev Camps dans lesquels vous pourrez apprendre plein de choses. Donc la liste est ici, vous les retrouverez dans les diapositives. Je ne vous oblige pas à tout lire maintenant. Donc voilà. Merci beaucoup et bon appétit. Et si vous avez des questions, on est encore à votre disposition.